Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue au TAPAS numéro 6 qui est intitulé « L'auto-évaluation pour la mobilisation locale des communautés des Premières Nations ». Alors, elle sera présentée par M. François Bockel, Patricia Montembeault et M. Patrick Bacon. Bonne présentation. Alors, quoi tout le monde? L'atelier de présentation, ça va porter sur une action qui s'est passée dans une communauté autochtone non conventionnée, Mashtewiyats. Mashtewiyats avait 3 instances de concertation qui ont été développées dans la communauté depuis notre commission consultative sur la réalité sociale en 2005. Ces 3 instances-là regroupaient le plan de lutte à la pauvreté, l'élaboration d'un plan d'action à partir de déterminants de la santé et bien Avenir d'enfants qui s'était intégré à la stratégie. Dans un souci de pérennisation, dans un souci d'intégration des enjeux, on a analysé la possibilité de fusionner ces 3 instances-là en une seule pour évidemment, comme je viens de le dire, des enjeux de financement et aller chercher là, vraiment une approche intégrée des enjeux à partir des 3 plans d'action qui ont été fusionnés ensemble. Donc, on a analysé la possibilité de se fusionner. Et puis, suite à ça, ben, nos accompagnateurs de la C3S-PNQL se sont intégrés à la démarche pour pouvoir nous accompagner en termes d'orientation, en termes d'évaluation, je vous dirais un petit peu plus participative, mais avant, ça prenait l'évaluation évolutive. Donc, c'est un petit peu la mise en contexte de notre situation à Mashtewiyats. Je laisserai la parole à Patricia pour la suite de l'évaluation en tant que telle là, de la démarche. Bonjour. Donc, vous me direz si la voix ne porte pas assez. Je vais faire mon possible. Donc, nous, ce qu'on a fait, ça a été un co-accompagnement en évaluation, une agente en évaluation de Québec en forme et moi qui est agente de recherche à la Commission de la santé et des services sociaux. Ces 2 organisations-là avaient déjà des agents accompagnateurs qui accompagnaient les tables à Mastoyache. Et il y avait déjà, dans le cadre d'AWASAT, qui est le comité pour Avenir d'enfants, qui avait un sous-comité d'évaluation. Donc, eux étaient déjà sensibilisés à l'évaluation, avaient déjà une démarche. Et lorsqu'on commençait à réfléchir sur la possibilité de fusionner les 3 instances, ils se sont tournés vers nous pour avoir un soutien, pour évaluer cette démarche de fusion. Donc, on les a co-accompagnés. Ça demandait quand même pas mal de communication. À chaque fois qu'on allait les soutenir, on se rencontrait avant pour voir c'était quoi le besoin, comment on allait faire, quelle méthode participative on allait utiliser pour vraiment s'assurer qu'on réponde à leurs besoins, tout ça. Fait que ça demandait entre nous, entre les 2 organisations, mais aussi avec les acteurs locaux, aller vérifier qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre. Donc, l'objectif, c'était vraiment, dès le départ, avant même là, que la fusion soit faite, de réfléchir avec eux sur où est-ce qu'ils voulaient aller avec cette fusion-là et comment ils voulaient s'y prendre. Et tout au long, les accompagner, dans le fond, pour être certains qu'ils aillent là où est-ce qu'ils voulaient aller. Donc, on les a co-accompagnés à partir de mars 2016. C'était une démarche qu'on disait là, sur à peu près une année. Fait qu'on a utilisé différents outils, par exemple des fils conducteurs. Fait qu'avant une rencontre, on se prenait au moins une journée de réflexion à bien identifier l'objectif de cette rencontre-là selon où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur démarche. On validait aussi avec eux, puis là, on ciblait les activités qu'on allait faire qui allaient nous permettre d'aller chercher l'information qu'il y avait de besoin pour la suite, pour la prochaine étape. Fait que ça, tranquillement, c'est un exemple d'outil qui a été transféré et que la coordonnatrice locale a aussi récupéré et qui maintenant l'utilise de façon régulière là, pour l'organisation de ces rencontres. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une ligne de temps qu'on a utilisée. Ce matin, il a été dit à un moment donné que l'évaluation peut être faite pour voir ce qui s'est fait, évaluer ce qui s'est fait, mais ça peut aussi être utilisé pour ce qui s'en vient. Fait que nous, ce que je vous présente, c'est plus dans cet esprit-là. Fait que je vais le faire. Puis là, dans le fond, j'ai pris des exemples concrets de l'activité qu'on a fait avec eux.
tout n'est pas là. J'ai ciblé quelques exemples juste pour vous donner un peu l'idée de l'outil. Fait que dans le fond, on s'est rencontrés à un moment dans le temps où est-ce que c'est le sous-comité qui, dans le fond, sur lequel François participe, qui, eux... était un groupe de tâches. C'est ça, pour accompagner la nouvelle instance, la transition. Dans le fond, est-ce que la nouvelle instance s'implante de façon assez rondement, puis essayer de réfléchir à tout ce que ça prend, tous les morceaux pour en arriver à s'implanter et à être fonctionnel. Et autonome. Donc, c'est ça. La première affaire qu'on leur a demandé, d'ici mars 2018, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la nouvelle instance soit autonome. OK, autonome sur quoi? Sur quel plan? Qu'est-ce qui va vous dire que la nouvelle instance est autonome? Fait que là, on les a amenés à clarifier. L'idée, c'était vraiment pas de mettre des mots dans la bouche, c'était de les amener à eux-mêmes préciser pour que ça fasse sens pour eux, puis que ça soit un outil. Dans le fond, que nous, on n'est pas repartis avec ça, c'est vraiment un outil pour eux, qui idéalement devraient réutiliser de façon régulière. Donc, qu'est-ce qui va vous dire que la nouvelle instance est autonome? OK. Une des affaires qu'ils ont dit, c'est que la nouvelle instance, sa composition va être stable. Les membres qui la composent vont être là de façon régulière. Ça va être une composition stable. Ça, c'était un indicateur. Fait que notre rôle, c'était aussi, dans le brainstorming qui se faisait, d'identifier qu'est-ce qui est une stratégie, qu'est-ce qui est un indicateur, et d'y aller avec des couleurs différentes. C'est sûr que dans le feu de l'action, des fois, la formulation n'est pas parfaite. Des fois, on a mis quelque chose qu'on pensait qu'on l'a identifié comme une stratégie, mais finalement, tu sais, après, on peut raffiner. Mais c'est un bon outil de départ pour planifier et identifier des indicateurs à suivre dans le temps. Donc, on veut que la composition du comité soit stable. La première rencontre du comité, disons en janvier. La deuxième rencontre, on prévoit que ça va être en mars. Et la troisième rencontre en août. On aimerait qu'à la troisième rencontre, là, que la nouvelle instance, que ça soit pas mal stable et que la composition, notre changement souhaité, on souhaite que ce soit la composition finale, l'instance est formée à ce moment-là. Donc, les stratégies pour arriver là, ce qu'ils ont identifié, comme stratégie, c'est que les gens vont rapidement être mis dans l'action. Parce qu'on avait fait des activités au préalable et qui permettaient d'identifier un peu le profil des gens qui composent la table. Puis les gens, ils l'ont dit d'eux-mêmes. Si on n'est pas rapidement mis dans l'action, si on est là juste pour faire un ordre du jour, PV, on va décrocher. T'sais. On est des gens d'action. Fait que ça, c'était une des stratégies qui avait été identifiée et qui garderait la mobilisation. Une autre stratégie, c'est d'assurer une communication régulière. Fait qu'il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe entre les rencontres. Il faut qu'il y ait un suivi. Fait que ça, c'était une autre stratégie qui était identifiée. Ensuite, un autre changement souhaité, les membres ont une vision partagée du rôle de cette nouvelle instance-là, du mandat, de la mission, et adhèrent à cette nouvelle structure-là. Fait que ça, c'était un... Je vais mettre ici au même niveau. Fait que ça, c'était un autre changement souhaité. Pour y arriver, ben là, ils ont parlé de formation. Là, j'ai mis une demi-journée, mais dans le fond, c'est de la formation en continu, sur différents thèmes. Fait que là, on les a amenés à... OK, sur quoi exactement vous aimeriez que les gens soient formés, tout ça. Et l'indicateur qui va venir nous dire que les gens ont une vision partagée. Ça, je l'avais mis, ouais. Les gens ont reçu
tout le monde a reçu une formation, hein, bon, puis là, c'était de détailler sur quoi exactement. C'est un exemple. On aurait pu ici à la fin mettre un changement souhaité, tu sais, ça peut être travaillé différemment, mais dans le fond, c'est un exemple d'outil où est-ce que les gens, c'est participatif, c'est eux-mêmes qui identifient où est-ce qu'on veut aller, comment on va le faire. Puis ça, moi, je trouve que ça vient simplifier un peu c'est quoi un indicateur ou une cible. On pourrait aussi ajouter une cible. On aurait pu aussi ajouter qui va faire quoi à quel moment. Tu sais, on peut jouer avec. Je trouve intéressant de venir le présenter aujourd'hui. Cet outil-là aussi a donné une vision aux gens qui étaient autour de la table. Puis c'est à partir de cet outil-là qu'on a été capable là, de faire prendre conscience aux gens qu'on est quand même dans l'action, même si il faut préparer la nouvelle instance, qu'il y a beaucoup de travail administratif pour démarrer comme il faut l'instance. Ça leur donnait une vision des actions à venir. Ça leur donnait aussi un ordre chronologique des actions à faire. Donc ça, c'était mobilisant pour eux. Bonjour, Patrick Bacon, coordonnateur au projet communautaire. Je vais vous présenter un peu le contexte global, en fait, une évaluation globale de l'entente. La Commission de la santé des Premières Nations du Québec et Labrador a une entente avec Avenir d'enfants depuis 2012. Au niveau démographique, je vais vous expliquer un peu très brièvement, le contexte dans lequel cette entente-là a été développée au niveau des communautés. C'est une population qui est très jeune, contrairement à la population québécoise. La population dans les communautés, c'est une population qui est très jeune. Il y a environ 50% de la population qui a 25 ans et moins. Dans certaines communautés, c'est pas généralisé, mais dans certaines communautés, le 0,5 ans représente plus de 10% de la population totale de la communauté. Donc, on voit un peu l'importance sur le plan démographique de la clientèle qui est visée par le partenariat entre la Commission et Avenir d'enfants. Juste à titre d'exemple, l'an dernier, dans une communauté, il y a eu au-dessus de 100 naissances qui ont été déclarées. Ça, c'est juste en un an. Une population totale d'une population de 3000 personnes. Fait qu'en un an, on parle de 100 naissances. Donc, on voit, puis quand on se promène dans les communautés, les gens qui accompagnent les communautés, les personnes qui accompagnent les communautés, quand on va dans les communautés, on voit justement beaucoup d'enfants dans les rues. C'est une population qui est très jeune quand on compare à des villages ou des municipalités de taille équivalente là, dans le reste de la société québécoise. Autre élément du contexte dans lequel cette entente-là s'est développée, c'est qu'à l'époque, au moment du développement du partenariat avec Avenir d'enfants, il y a une étude qui nous a démontré qu'il y avait seulement 55% des enfants qui avaient accès à des activités, soit en milieu de garde ou des activités visant leur développement, etc., soit via les centres à la petite enfance ou d'autres milieux de garde qui sont financés en général par le gouvernement fédéral. Donc, c'est à ce moment-là, on s'est fixé comme objectif, en fait, c'est d'aller rejoindre justement cette clientèle-là, les membres de la communauté qui n'avaient pas accès à des activités visant leur développement. Si on avance un peu plus dans le temps, en 2015 et 2017, on est passé de 12 communautés accompagnées à 25 communautés accompagnées. Donc, le contexte de la mobilisation autour de la petite enfance dans les communautés Premières Nations a vraiment pris de l'ampleur au cours des 2 dernières années en termes de mobilisation. Il y a 25 de ces communautés-là ont développé un projet communautaire en petite enfance. C'est des projets qui travaillent sur les différents systèmes là, selon l'approche écosystémique. Donc, on parle de l'intervention auprès des enfants, l'intervention auprès des parents, mais aussi l'intervention auprès des familles élargies. Puis ça, c'est une distinction. C'est quelque chose qui distingue les communautés Premières Nations du reste de la société québécoise. Justement, c'est l'importance de la famille élargie dans les communautés quand on parle d'éducation aux enfants. En général, on entend souvent dire que le parent est le premier éducateur de l'enfant. Dans les communautés, ça va au-delà de ça. Ça peut être l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère,
Ça peut être aussi une figure significative de la communauté qui n'a pas nécessairement un lien familial avec l'enfant en question. Donc, on voit que le concept de famille élargie est vraiment distingue en fait les communautés Premières Nations du reste de la société québécoise. Fait en somme, en 2016-2017, on a réussi à rejoindre par les actions dans les 25 communautés soutenues près de 11 000 enfants, près de 11 000 parents. Puis les actions aussi ont touché plus de 1500 intervenants. Donc, en l'espace d'un an, on a vraiment rejoint de plus en plus de monde dans le cadre de ces projets-là. Les taux de participation aux activités, si on compare de 2015 à aujourd'hui, ont augmenté de façon substantielle. Souvent, c'est long, hein? On commence un projet dans la communauté, il faut le faire connaître, ce projet-là, il faut le publiciser. C'est pas du jour au lendemain où les parents, les enfants vont venir à ces activités-là. Des fois, ça prend plusieurs mois avant que les choses se mettent en place. Puis on voit une progression assez importante à ce niveau-là. Dans ce sens-là, l'entente, ça a vraiment favorisé en fait le développement de facteurs de protection pour une clientèle qui traditionnellement ne fréquentait pas ou peu les services et les programmes existants dans la communauté qui étaient déjà en place avant le développement de l'entente avec Avenir d'enfants. Ce qui est important de souligner, c'est qu'Avenir d'enfants est très innovateur parce qu'il rentre dans les communautés autochtones. Il y a beaucoup de financements qui ne rentrent pas dans les communautés non conventionnées, comme je l'expliquais tantôt. Donc, cette inclusion-là a été très positive pour notre communauté. La flexibilité aussi, comme Patrick vient de le dire, on a pu agencer nos plans d'action en fonction de nos besoins, en fonction des particularités culturelles. Puis ça aussi, ça a été extrêmement positif pour le développement social. Quand on regarde une évaluation, c'est très sommaire, là, une évaluation de la mobilisation, de la collaboration. Ce qu'on a vu dans le cadre des 25 projets communautaires, c'est le développement de partenariats entre les centres à petite enfance dans les communautés, les centres de santé, les services sociaux, la première ligne, les services éducatifs, les gens impliqués dans le développement social et communautaire, le secteur des sports, des loisirs, de la culture. Ces gens-là, traditionnellement, travaillaient beaucoup en silo parce que les programmes descendent de différents paliers gouvernementaux, de différents ministères. Puis ça a pour effet, souvent, dans bien des cas, de la structure de travail gouvernemental, on la transpose dans les communautés. Donc ces gens-là ne veulent pas nécessairement développer une culture de travailler ensemble. Donc, dans ce sens-là, l'entente a permis un changement de pratique à ce niveau-là à travers la mise sur pied des tables de mobilisation et de concertation, comme celle qui a été présentée par François. Ce qu'on a vu aussi, c'est une implication citoyenne accrue. Il y a plusieurs communautés qui ont impliqué des parents, des aînés, justement au sein de ces structures-là. Ça a permis de donner une voix aux parents, mais aussi de permettre aux parents de manifester leurs besoins, autant qu'en tant que parents, mais aussi pour leurs enfants. Puis plus spécifiquement pour les enfants qui n'ont pas accès à des services, à des programmes dans les communautés. Au niveau de certaines activités d'évaluation un peu plus spécifiques, la table de Lac-Simon, il y a quelques années, a développé un outil d'auto-évaluation sur lequel Patricia avait travaillé pour évaluer leur mobilisation puis leur concertation au niveau local. Au sein de la nation Atikamekw, à Obidjwan, on a travaillé sur un projet pilote de recherche-action sur la pauvreté. L'un des mandats dans le cadre de ce projet-là était d'évaluer les impacts des actions qui ont été mises sur pied, notamment à la Maison de la famille, qui est le volet qui a été financé avec Avenir d'enfants dans cette communauté-là, mais il y avait d'autres initiatives aussi qui visaient à soutenir les parents, les individus, les jeunes de la communauté. Ce projet-là a pris fin en 2017. Là, il y a un intérêt pour en faire un projet national à Atikamekw. Les Atikamekw, actuellement, ont des discussions sur le développement d'une gouvernance Atikamekw. Donc, ce projet-là pourrait devenir un projet de la nation Atikamekw. C'est-à-dire qu'on le prolongerait non seulement au Obidjwan, mais on intégrerait les communautés de Manawan et de Wemotachi.
À Manoir, actuellement, ils travaillent sur le développement d'un centre de pédiatrie sociale sur communauté. C'est le projet sur lequel on travaille dans le cadre de l'entente avec Avenir d'enfants et en partenariat avec la fondation du Dr Julien. Et à Wemontachi, eux ont développé une table, la table Miro, c'est-à-dire en Atikamekw, ça signifie mieux-être, Mirotoskosiwin. C'est vraiment une table axée sur le développement du mieux-être, puis ils ont 3 axes d'intervention: le développement des saines habitudes de vie, le développement des enfants et la lutte contre la pauvreté. Il y avait une structure qui ressemblait un peu à celle qui avait été développée à Mastoyache. Il me reste une minute. Actuellement, on est dans la logique d'un renouvellement de l'entente avec Avenir d'enfants jusqu'à l'échéance de celle-ci en 2020. Ce qu'on souhaite faire, parce que Patricia travaille sur l'évaluation depuis le début de l'entente, mais son mandat va prendre fin en 2018. Ce qu'on souhaite faire, en fait, ça va être, on veut développer un outil qui va être intégré à la plateforme de gestion du partenariat. Chaque communauté a accès à cette plateforme de gestion-là, puis on veut ajouter à la plateforme des outils d'auto-évaluation. 2 objectifs: l'évaluation des effets, c'est outiller les communautés pour qu'ils puissent évaluer les effets, les impacts de leurs projets sur les clientèles ciblées. Et l'autre, comme vous le savez, Avenir d'enfants avait comme pour objectif de soutenir l'innovation sociale, mais dans une logique de pérennité, c'est-à-dire que les projets qui étaient développés, les communautés devaient trouver des stratégies pour les pérenniser. Donc, le deuxième objectif au niveau de l'évaluation, ça va être d'outiller les communautés pour qu'ils puissent évaluer, dans le fond, leur stratégie de pérennité. Il y a plusieurs communautés qui se sont déjà dotées d'une stratégie. Il y a des communautés qui travaillent actuellement sur ces stratégies-là. On va être en mesure, avec l'outil, d'aller chercher de l'information à ce niveau-là, puis d'en faire un portrait global d'ici la fin de l'entente. C'est difficile de synthétiser une belle initiative de même en 20 minutes, mais de toute façon, si jamais vous avez des questions ou vous voulez avoir des précisions, on demeure toutes les 3 là à votre disposition pour répondre à vos questionnements.